Bien, donc je vais Oui, c'est parfait. l'illustrer à travers les cadrans solaires de Bretagne. On a en Bretagne suffisamment de cadrans solaires pour, je pense, illustrer l'histoire des cadrans, peut-être pas la totalité, sûrement même, mais les différents types, le développement des cadrans. Alors, normalement, c'est une conférence que nous faisons à deux, avec Pierre Labatte. Mais bon, les duos sur Zoom, c'est pas facile à faire et ça a été un peu court pour organiser ou pour s'entraîner à faire un duo. Ça devrait être possible, mais bon, pour ce soir, c'est moi qui parlerai, hein. Alors j'ai mis un troisième nom, Bernard Rouxel, parce que c'est un ami aussi, et vous verrez tout à l'heure pourquoi je mets ce nom. Il est arrivé qu'il fasse aussi la conférence avec nous, mais plus rarement. Donc, je parlerai à la première personne du pluriel, non pas que je me prenne pour quelque chose, mais parce que c'est nous qui parlons, c'est nous deux, nous trois, qui parlons pour présenter le sujet. Alors, nous avons l'habitude de commencer sur la première diapo que nous présentons un cadran de la région ou de la ville dans laquelle nous faisons cette conférence. Alors, nous sommes dans le Trégor. Le Trégor, pour ceux qui ne situent pas la région, c'est une région qui est le nord-ouest des Côtes d'Armor, du côté de Perros-Guirec, Tréguier, enfin on verra tout à l'heure une carte. Morlaix aussi, Morlaix fait partie du Trégor en partie. Et donc j'ai choisi le cadran solaire de la cathédrale de Tréguier. Comme vous pouvez le constater, c'est un cadran solaire qui manifestement est assez ancien et on verra qu'il est ancien. Alors ne le cherchez pas sur la cathédrale parce qu'on l'a descendu de son corps pelé avant qu'il descende tout seul, hein. Et vous voyez quand même sur la photo qui avait été prise ici, on voit déjà ici des fissures qui ne se sont pas arrangées avec le temps et il valait mieux le descendre et le remiser. Il est à l'abri tranquillement dans un cadre en bois et ça serait une bonne chose d'en refaire une copie d'ailleurs, hein. Ce ne serait pas compliqué à faire. Bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, les cadrans solaires, donc c'est l'ombre. L'ombre, c'était depuis c'est-à-dire que l'homme s'est très vite rendu compte que le mouvement quotidien des ombres pouvait être mis à profit pour, euh, pour matérialiser en quelque sorte l'écoulement de la journée. J'ai pas dit pour dire l'heure, hein. L'heure telle que nous l'entendons, c'est une notion extrêmement récente dans l'histoire. Et pour les gens, pendant des millénaires, il a suffi d'évaluer le déroulement de la journée. On était le matin, milieu de la matinée, milieu de l'après-midi. Et pour ça, on le symbolise par un bâton planté en terre, dont la longueur de l'ombre indique justement l'évolution de la longueur de l'ombre marque l'évolution le déroulement de la journée. Alors, les Grecs l'ont appelé un gnomon, qui signifie indicateur, qui a donné le nom de gnomonique, qui est la science des cadrans solaires. Mais ce soir, le sujet, ce n'est pas la science des cadrans solaires, c'est les cadrans solaires. Alors, la longueur ça certes, comme on va le voir, a été utilisé dans certains cadrans, mais le plus souvent, ça a été la longueur de l'ombre d'une personne. Voilà ce qui servait à indiquer l'évolution de la journée. Ben, mon ombre est plus courte, elle se raccourcit, donc on tend vers midi. Ah, elle s'allonge, je suis dans l'après-midi, il va être temps de rentrer. Et c'est de la façon la plus naturelle d'évaluer ce déroulement de la journée. Euh, une technique d'ailleurs qui a été utilisée jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, parce que lorsqu'avec Pierre, avec Pierre Labatte, nous faisions des recensements de cadrans, il nous est arrivé de rencontrer des gens qui nous ont dit, ben moi quand j'étais jeune, je gardais les bêtes, donc dans les années 50, hein, et ben, pour avoir à peu près l'heure, ben, je tournais le dos au soleil, je regardais la longueur de mon ombre et j'avais une indication de l'heure de l'après-midi. Et je savais quand est-ce qu'il fallait me préparer à rentrer. Voilà, donc c'est une technique très, très naturelle. Bon, alors c'est la longueur, hein, ce n'est pas la direction de l'ombre. La direction de l'ombre, ça implique de connaître ou de savoir où se trouve le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ça, on ne sait jamais où c'est. Et ça demande une autre démarche intellectuelle un peu plus compliquée qu'on verra tout à l'heure. Donc la longueur de l'ombre. La longueur de l'ombre, eh ben, c'est ce qu'on trouve sur le premier cadran, c'est l'usage que l'on trouve sur le premier cadran solaire que l'histoire nous est laissé. Ce premier cadran solaire, il date de Toutmosis III, 1450 avant notre ère, du pharaon Toutmosis III de la 18e dynastie.
Alors, c'est une barre de schiste qui fait une vingtaine de centimètres de long, avec une extrémité relevée ici, hein, et on le tournait vers le soleil. Et l'ombre projetée par le soleil venait se projeter par rapport à plusieurs marques qui étaient inscrites sur la partie horizontale de l'objet et qui indiquaient à quel moment de la journée on se trouvait. Je n'ai pas dit encore l'heure, j'ai dit un moment de la journée, de l'après-midi ou de la matinée. Alors évidemment, c'était un outil, un cadran dont l'usage était réservé aux pharaons, hein. Le peuple, lui, non, il n'avait pas ça. Le peuple, lui, il commençait à travailler quand le soleil se levait, il s'arrêtait de travailler quand le soleil allait se coucher, point. Et quand il était midi, quand le soleil était au plus haut, ben, il cassait la croûte. Mais bon, il n'avait pas de cadran solaire, ça lui était inutile. Bon, ça, c'était pour le pharaon, pour ses cérémonies, pour le déroulement de sa vie quotidienne, puisque le pharaon était un dieu quand même. Alors donc, elle est divisée en 5 ou 6 intervalles qui correspondent à une division du jour en 12 heures. J'ai mis des guillemets à… Donc vers 1500, le jour avait été divisé en 12 heures, en 12 intervalles. Ça suivait de quelques siècles la division de la nuit en 12 heures. Les prêtres astronomes égyptiens donc avaient divisé la nuit par l'observation du déplacement des étoiles sur la voûte céleste, avaient décidé de diviser la nuit en 12 intervalles. Alors 12 et 12, ça fait 24. Ce sont les 24 heures. La journée divisée en 24 heures que nous utilisons encore vient de là. Nos 24 heures sont égyptiennes. Donc c'est une invention qui date d'il y a 3500 ans et ça marche encore. C'est gravé dans le marbre. Toutes les civilisations après vont petit à petit adopter cette division en 24 heures. Il n'y a que les révolutionnaires en 1789 qui ont voulu changer cela en mettant une division de la journée en 10, mais ça a complètement raté. Non. Les gens étaient tellement habitués à cette division en 12 heures pour le jour, c'est-à-dire en 24 heures pour une journée, qu'ils n'ont pas pu, non, ça n'a pas fonctionné, personne ne souhaitait ça. Donc, 24 heures de la journée pour les Égyptiens et le premier cadran solaire. Alors, c'est une barre en schiste, hein, le schiste, on va en voir pas mal dans la démonstration. Donc, petit instrument, très simple, facile à réaliser, hein. J'ai parlé tout à l'heure du gnomon, l'objet, la tige verticale, donc que les Grecs avaient appelé un gnomon, qui va être appliqué à partir du IIIe siècle avant notre ère, sous l'impulsion d'un prêtre astronome chaldéen qui s'appelait Bérose, qui a proposé un type de cadran solaire qui était une demi-sphère creusée dans la pierre avec une tige au milieu, et c'était la longueur de la tige qui indiquait l'heure, c'est-à-dire l'extrémité de l'ombre par rapport à un quadrillage que vous apercevez peut-être ici en heures et en autres indications. Alors, on s'est vite rendu compte que dans ce type de cadran, il y avait à peu près les 2 tiers de la pierre qui servaient à rien, et on s'est dit que c'était plus facile de tailler des cadrans qui avaient cette forme-là, hein, c'était plus rapide. Et là, le style, par contre, comme celui de Pompéi, là, le style, par contre, pas le style, le gnomon, lui, est devenu horizontal. Mais ça ne fait rien, c'est toujours la longueur de son ombre qui marque l'heure sur un éventail de lignes tracées sur la surface. Il y a eu un cas, ce qu'on appelle le scafé de Carthage, où c'était encore une demi-sphère, mais l'usage était complètement différent. Il y avait un petit trou au sommet qui projetait une lumière. Alors, si vous comptez les intervalles et les lignes qui sont tracées sur ces deux surfaces, là, vous apercevrez qu'il y en a 12. Oui, donc les 12 heures, comme je vous dis, ont été gravées dans le marbre et toutes les civilisations l'ont adopté. Les Chaldéens, les Babyloniens ont ajouté la division en minutes et en secondes, en 60 minutes et en 60 secondes, essentiellement pour des observations astronomiques. Alors, à l'époque, on a divisé la journée en 12, mais c'était la journée entre le lever et le coucher du soleil. Chacun sait que les jours d'été sont plus longs que les jours d'hiver, et c'est valable en Grèce, c'est valable à Rome. Les jours d'été donc sont plus longs, donc les heures d'été sont plus longues que les heures d'hiver. Mais à l'époque, ça ne dérangeait personne. Il y avait 12 heures, il fallait qu'il y ait 12 heures. C'est-à-dire que les heures indiquées par ces cadrans étaient inégales. Elles n'avaient pas toujours la même durée tout au long de l'année. Bon, c'est une notion qui nous est étrangère, mais les heures inégales, alors qu'on va appeler de différents noms, les heures temporaires, les heures judaïques, les heures anciennes, les heures antiques, les heures saisonnières, les heures bibliques, seront utilisées, oui, ou jusque vers la Renaissance chez nous. Les gens auront une certaine réticence à parler dans un autre système qu'on va voir et qui nous est plus familier. Donc, les heures inégales ont été pendant des siècles la seule référence.
Bah, je vous dis, ça dérangeait personne, hein. C'était l'activité, ça commençait avec le lever du soleil, la fin de l'activité, c'était le coucher. Bon, les heures soient inégales, c'était pas grave. Il était midi. Midi, c'était l'heure, le moment où le soleil était au plus haut dans le ciel. Bon, ce genre de cadran, il n'y en a pas en Bretagne, bien que Rome, qui a emprunté ce cadran à la Grèce, on a saupoudré dans tout le bassin méditerranéen à une partie de l'Europe. En Bretagne, nous n'en avons pas. Donc pendant longtemps, il n'y a pas eu autre chose pour indiquer l'heure et même c'est tombé en désuétude jusqu'à ce qu'au 6e, 7e siècle de notre ère, un autre type de cadran est apparu suite à l'apparition, à l'instauration des ordres monastiques, en particulier les bénédictins. Et les ordres monastiques, c'est une des peut-être la première fois qu'une communauté ou une société voit sa vie rythmée précisément, plus ou moins précisément, formellement, ici par la célébration d'un certain nombre d'offices à des moments de la journée. Encore une fois, j'utilise le mot moment, ce qu'on appelle les heures canoniales. Le mot heure, là, n'a pas la signification d'une heure, c'est une prière. C'est des prières canoniales. Je sais qu'en allemand, par exemple, il y a deux mots différents pour exprimer les heures canoniales et les heures d'un cadran. Alors donc les différents offices qui devaient être récités, matine, l'autre prime, tierce, sextet, none, vêpres et complis, devaient être récités à des moments plus ou moins précis de la journée. Mais ça restait des moments. Donc le précis était un peu flou. Hein. Alors il y avait différentes méthodes, soit l'observation des étoiles, soit la récitation de prières, etc., jusqu'à ce que vers 700, le moine anglais Bede le Vénérable propose dans un de ses ouvrages un nouveau type de cadran solaire pour repérer justement le moment de ces offices. Alors c'est un cadran très simple, c'est un demi-cercle avec 5 rayons. Il y a une tige horizontale qui est fixée au centre, et c'est l'ombre de cette tige horizontale qui, en balayant la surface du cadran, va indiquer les moments de prime, tierce, sexe, none et vêpres, qui étaient les prières les plus importantes. Les autres prières, de toute façon, étaient récitées dans la pénombre du matin ou du soir, donc à ce moment-là, il n'y a plus besoin de cadran solaire. Pour les heures, c'est n'importe quoi, ça. Hein. Ça ne correspond à rien, ça ne correspond même pas à des heures inégales, c'est des moments. Mais ça suffisait pour indiquer les offices. Ce cadran est tout nouveau, donc, et la société civile va s'en emparer. Ben, la société civile, elle n'avait rien d'autre, elle n'avait rien. Alors elle a vu que ce cadran était facile d'utilisation, qu'il permettait de repérer les heures des offices, donc elle va s'en emparer et va en graver pas mal sur les églises, sur les chapelles, et ça leur permettait d'une part d'avoir les heures des offices pendant une journée, mais aussi de commencer à nouveau à repérer l'écoulement de la journée avec l'ombre d'un objet. Et ça va se répandre donc dans l'Europe entière. Vous voyez, un des plus anciens qu'on connaisse à Kilmalkedar en Irlande. Hein, on retrouve les cinq divisions ici. À Strasbourg, au XIIIe siècle, l'ange au cadran solaire nous présentait un cadran canonial, mais lui divisé en sept intervalles. Et petit à petit, on va rajouter des intervalles, comme ce cadran qui est à Runan. Runan, c'est un petit village à côté d'Agnon. Et dans l'église, il y a ce cadran canonial à 10 secteurs, à 10 heures. Et il faut aller au sud du Morbihan, à Landévent, qui est un petit village aussi, pour trouver ce cadran canonial qui date de 1420 et qui, lui, est bien divisé en 12. Parce que dans l'esprit des gens, la journée, elle est divisée en 12, la journée civile. Alors, vous voyez qu'entre l'an 700 et l'an 1420, on a aussi plus ou moins de cette époque, le cadran canonial a finalement eu une belle carrière. 700 ans d'activité, 700 ans pour indiquer l'heure aux gens, c'est pas si mal que ça. Pour un cadran qui est finalement assez peu, à nos yeux, assez peu précis, mais ça ne fait rien. Ça donnait aux gens une indication de l'écoulement de la journée, et c'est tout ce qui leur suffisait. C'est tout ce qui leur convenait, ça leur suffisait largement, et ça sera le cas pendant encore longtemps. En Bretagne, on a la chance d'avoir un cadran solaire canonial horizontal. Ce n'est pas très fréquent en France. Il se trouve à la ville du Faou, en Finistère, dans un quartier du Faou qui s'appelle Rumagol, et il est gravé sur le socle d'un calvaire. Le socle est en grès. Vous voyez les lignes horaires ici qui sont tracées, elles ont été surlignées avec de la craie, je vous rassure, ce n'est pas de la peinture, hein. Donc la première pluie, c'est parti. Il y a 4 lignes horaires là qui sont gravées avec des heures qui sont 10, 11, 12 et 1.
Ici, il y a le chiffre 9 tout seul sans ligne, et ici, il y a une ligne sans chiffre. Ces heures correspondaient aux heures des offices. Et c'est l'ombre des arêtes du fût de la croix qui, lorsqu'elle passait sur ces heures, indiquait les heures des offices. Alors, ce n'est pas un cadran fait à la vite, ce n'est pas un cadran fait n'importe comment, parce que vous voyez que les chiffres qui sont gravés, ce sont des chiffres romains gothiques, soigneusement gravés, et le grès, ce n'est pas une pierre très tendre, soigneusement gravé, le 12, le 12 qui est ici, vous voyez quand même que c'est un beau travail, c'est un travail qui a été réfléchi, il y a la ligne s'arrête là, le chiffre et la ligne recommence après. Donc il date de 1450, c'est difficile à dater, bien sûr, le calvaire, lui, date de 1450 à peu près, donc on peut penser que le cadran est arrivé un peu après, quoi, hein. Mais donc c'est un cadran canonial horizontal, il n'y en a pas tellement en France, et nous on a cette chance en Bretagne d'avoir ce cadran. Si vous allez à Rumingol, vous le verrez, c'est pas difficile, hein. Alors, le cadran canonial a eu une belle carrière pendant 700 ans. Et il aurait pu continuer à avoir une carrière, a pu continuer sa carrière si, au cours du XIVe, XVe siècle, donc vers 1420, vous voyez, le dernier cadran canonial que je vous ai montré de l'an des vents, là, n'était apparu le cadran à style polaire ou à style incliné. C'est un principe qui nous est revenu, parce qu'on l'avait déjà mis au point, qui nous est revenu grâce au contact avec la civilisation arabe, en particulier durant l'occupation de l'Espagne par les Arabes. Il y a eu des échanges quand même, on ne s'est pas passé son temps à se taper dessus, hein. Il y a eu des échanges intellectuels entre les deux civilisations. Et donc, c'est eux qui nous ont appris à la tige qui jusqu'ici était horizontale, c'est eux qui nous ont appris à incliner cette tige suivant l'axe de rotation de la Terre, suivant l'axe du monde. À notre époque, cette tige, elle pointe vers l'étoile polaire. Vous savez, quand vous regardez le ciel la nuit, vous avez l'impression que toute la voûte céleste tourne autour de cette étoile polaire. Et si on tendait un bâton, une tige vers cette étoile, eh ben, on aurait l'impression que toute la voûte céleste tourne autour de cette tige. Alors c'est valable pour les étoiles la nuit, c'est aussi valable pour le soleil le jour. Alors donc, par la pensée, et on a divisé à l'époque, on le fait encore, on divise la voûte céleste en 24 intervalles égaux, et à chaque fois que le soleil passe par cette position, on trace la ligne horaire qui correspond, le style donne une certaine ombre, et on trace la ligne horaire correspondant. Alors bien sûr, pour tracer les différentes lignes de cet éventail, on va faire appel soit au calcul, soit d'abord à des constructions géométriques. Comme les intervalles ont été choisis égaux, les heures marquées par un tel cadran sont des heures égales. Et nos heures à nous sont égales, nos heures elles ont toutes la même durée, c'est-à-dire elles sont égales dans la mesure où l'ombre du style au cours de la journée va donc mettre le même temps pour aller de cette ligne horaire-là à la suivante que de celle-ci à celle-là, et pourtant l'angle est plus petit ici, plus grand là, mais le temps sera le même. C'est ce qu'on appelle les heures égales. C'est le fait d'incliner le style qui permet ce tracé de cet éventail de lignes. C'est illustré par un cadran de Rieux, qui date de 1643, avec le blason des Rieux, qui est un des rares blasons qu'on puisse interpréter sur un cadran, avec une belle devise, les jours de l'homme passent comme l'ombre. Alors, un peu de vocabulaire. La surface sur laquelle est tracé le cadran, c'est la table. Dans ce cadran, il y a un centre, qui n'est pas forcément au centre de la plaque, c'est le point de convergence des lignes horaires et du style. Le style et les lignes horaires convergent vers ce point-là, et ce qui permet de tracer. Alors, le tracé des lignes horaires dépend de la latitude, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins au nord ou au sud par rapport à l'équateur. En Bretagne, il n'y a quasiment pas de variation entre le nord et le sud. En France, il y a quand même une variation un peu sensible entre Dunkerque et Perpignan. Alors, si vous êtes au nord de l'Angleterre ou au sud de l'Italie, là, ce n'est pas du tout la même chose, hein. Donc, ça dépend de la latitude. Je ne vais pas faire un cours de cadran solaire ce soir, ce n'est pas le sujet. Donc, vous admettrez que le fait d'incliner le style, c'est tous les cadrans qu'on voit actuellement, permet donc de tracer un éventail de lignes donc, qui indique des heures égales. Alors, ce cadran à heures égales aurait pu rester une curiosité. Les heures égales étaient utilisées par les astronomes, mais ça aurait pu rester une curiosité. Qu'est-ce qu'une société de l'époque avait à faire d'heures égales? Je vous ai dit, hein, commençaient à travailler quand le soleil se levait, ils arrêtaient quand le soleil se couchait, hein. Les heures inégales, ça leur convenait tout à fait. Au même moment, c'est amusant d'ailleurs parce que l'apparition de ces deux instruments est quasi simultanée dans l'histoire, est apparue l'horloge.
L'horloge, c'est donc ce mouvement de rouage, cet ensemble de rouages, l'horloge qui est pensée dès l'origine pour tourner régulièrement, donc pour marquer des heures égales. Quand on lui adjoindra un cadran avec une aiguille, bien sûr, on va graduer le cadran, comme on le gradue maintenant, en 12 heures égales ou en 24 heures égales, si on veut le graduer en 24 heures. Mais c'est conçu, c'est pensé dès l'origine pour tourner régulièrement. D'ailleurs, c'est une grande invention, l'horloge. Il n'y a rien dans la nature qui nous en donne l'idée. C'est remplacer une rotation continue par une succession de petites rotations régulées par un mécanisme qu'on appelle l'échappement, lui-même commandé par un mécanisme régulateur qui au début était le folio. Alors le folio, c'est d'une barre avec une masse à chaque bout, suspendue à un fil ou à une lanière de cuir, et tout ça, ça tourne, et le folio est censé tourner à l'horizontale, plus ou moins régulièrement. Il n'y a pas de théorie mathématique derrière ça. Le réglage du folio, ça se fait à la sensibilité, au pif, hein, pour parler franchement, jusqu'à ce que ça tourne bien. Quand ça tourne, alors, l'horloge est conçue pour tourner régulièrement, mais pendant des siècles, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas parce que ces grandes horloges de clocher, par exemple, sont réalisées en fer. Le fer, ça rouille. Il y a des frottements. Le graissage est une notion un peu floue à l'époque. Hein. Parfois, on met de l'huile. Mais bon, le graissage, l'huile, ça coule. Le graissage, ça n'existe quasiment pas. Il y a des frottements. Les horloges de clocher sont, comme le nom l'indique, dans des clochers, exposés aux intempéries. Il y a le gel, il y a donc des sources de dégradation. C'est sur un bâti en bois, généralement, le bois, ça se dégrade très vite. Donc, le fonctionnement est assuré par des poids qui sont suspendus à des cordes. Les cordes se dégradent, elles se cassent. Il faut réparer la corde. Pendant qu'on répare la corde, l'horloge est arrêtée. L'entretien, pendant longtemps, l'entretien, ça n'a pas été ça. Hein. Les gens qui étaient chargés de l'entretien ne faisaient pas toujours très bien leur travail, et ça sera valable jusqu'au début du 19e siècle. Hein. Il y a des gens dans le coin, et on voit dans des articles d'anciens journaux au début du 19e siècle, que des gens se plaignent que l'horloge est mal entretenue. Donc il y aura plein de raisons pour lesquelles ces horloges, pourtant conçues pour bien tourner, vont mal tourner pendant des siècles. Le folio, lui, il fait ce qu'il peut, il sera remplacé par le balancier en 1650. Donc vous voyez qu'on a encore pour 3 siècles de folio. C'est Huygens, le physicien hollandais Huygens, qui va inventer le balancier. Et là, ça sera un progrès gigantesque dans l'horlogerie. Mais jusque-là, il y aura le ressort aussi pour les petites montres, les petites pendules. On va inventer le ressort, mais il ne marchera pas mieux. Donc ces horloges devront être mises à l'heure souvent. Et pour les mettre à l'heure, il faut les mettre à l'heure. Il faut que quand le soleil passe au méridien, plus haut dans le ciel, l'horloge l'indique midi. Ce n'est pas toujours le cas. Elle est conçue pour marquer des heures égales. Et pour la remettre à l'heure, on va se fier à un autre instrument qui lui aussi marque des heures égales, c'est-à-dire le cadran solaire à style incliné. Et donc, on va installer des cadrans solaires pour mettre les horloges à l'heure. On lit encore trop souvent que l'horloge a remplacé le cadran solaire. Ce n'est pas vrai, c'est l'inverse. C'est le développement des horloges, la diffusion dans la société qui a entraîné la diffusion des cadrans solaires et leur installation un peu partout. C'est parce que l'horloge s'est diffusée dans la société que le cadran solaire s'est développé. Alors pourquoi l'horloge s'est développée? Parce que l'horloge, c'est surtout dans les villes. Dans les villes, on est à une époque vers 1400 où les marchands commencent à faire du négoce de façon plus intense entre les villes, entre les pays. Il faut rythmer cette société de négoce et de marchands. Or, les marchands, eux, le lever et le coucher du soleil, ils ne voient pas ça très, très bien. Hein. Il y a les maisons, c'est en ville. Donc, les rythmes qui pouvaient être valables à la campagne ne le sont plus très, très marqués dans les villes. Donc, ils se sont précipités sur cette horloge qui pouvait scander leur vie tous les jours par des cloches au début, et puis après par un cadran avec une aiguille. D'ailleurs, c'était pour une ville une question de prestige aussi d'avoir une horloge qui fonctionnait dans un clocher ou dans un beffroi. Donc, le cadran solaire et l'horloge vont donc cheminer côte à côte pendant environ 350 ans. Le cadran solaire ayant un rôle bien précis, c'est de dire l'heure. Un cadran solaire bien fait, bien tracé, avec un style incliné comme il faut, ça ne se dérègle pas, ça ne se remonte pas, ça marche. Et l'horloge, elle était chargée de conserver cette heure. L'horloge, c'est un garde-temps.
Ça n'a jamais été autre chose. Vos montres à vous, vos montres, vos horloges, ce sont des garde-temps. Ce n'est pas elles qui vont vous dire l'heure spontanément, hein. Quand vous changez la pile dans votre montre à quartz, il faut la remettre à l'heure, hein. Elle ne va pas se mettre à l'heure spontanément. Vous avez reconnu le cadran solaire de Concarneau, ville du sud de la Bretagne, du sud Finistère, qui date de 1853, et repeint, restauré régulièrement. Il a été restauré il y a 2 ans, je crois. Là, on l'a repeint parce que le défaut des cadrans peints, c'est qu'ils se dégradent. Donc, des cadrans solaires, on va en installer partout en Europe, pas seulement en France, pas seulement en Bretagne, mais dans toute l'Europe, on va en parler. On va en installer. Le cadran le plus ancien avec une date, et le cadran est à Utrecht, en Hollande, il date de 1463. Joli cadran sur une jolie pierre. Le cadran français le plus ancien, il est sur la cathédrale de Strasbourg, il date de 1493. Et donc, j'ai remis le cadran de Tréguier parce qu'il ressemble vraiment au cadran d'Utrecht, hein. C'est pour ça que je le daterai de l'an 1500 à peu près. On ne peut pas le dire, il n'y a pas de date. Il n'y a aucune date marquée dessus. Tant qu'un cadran, il n'y a pas de date, c'est toujours délicat de lui attribuer une date. Mais enfin, bon. Par comparaison avec ce qui se faisait à une certaine époque, on peut dire qu'il doit être relativement ancien et daté d'environ 1500. Hein, c'est un très joli cadran. C'est bien tracé d'heures égales. C'est bien tracé d'heures égales. Quand on enlève la masse de lichen qui est là, on voit bien qu'ici, les lignes horaires sont plus rapprochées qu'elles sont là. C'est bien un tracé d'heures égales. Au-dessus, il y a une très belle sculpture qui est assez bien conservée. C'est une sculpture qui est un ange, hein. C'est un ange avec des bouclettes, des ailes ici. On voit des restants de peinture jaune, parce que les cadrans étaient peints autrefois, hein. Les cadrans comme celui de Tréguier, il y a des restes de peinture rouge, il y a des restes donc de peinture jaune. Le visage de l'ange était peint aussi. Ben, c'était une décoration, comme on va le voir. Et c'était donc voilà. Le cadran de Tréguier, c'est un des plus anciens, qui n'a pas de date, mais enfin bon. Le plus ancien qu'on connaisse en Bretagne et date de 1537. Il est à Plouer-sur-Rance. Il provient d'un château qui n'existe plus. Il est tracé sur une pierre calcaire. Joli cadran d'heures égales aussi. Vous voyez que les lignes là ne sont pas à intervalles égaux. Bon, le style n'est pas d'époque, évidemment. Le cherchez pas, vous le trouverez pas, c'est pas facile à trouver. Beau cadran aussi, avec deux têtes là, hein. Donc 1537, il est déjà signé. Doré, haut, doré, on n'a jamais su qui c'était ce monsieur. Et puis dans les années 1480, il va commencer à y avoir beaucoup de cadrans, comme ce cadran étrange qui est à Josselin, tenu par un personnage, et sur une maison. Et puis Plouégat-Moisan, 1581, Melvin ont un cadran en schiste de 1589, cadran de 1586 dans l'île-et-Vilaine à Tinténière. Alors c'est une copie, hein, c'est pas l'original, mais l'original était bien de 1586, du 16 mai 1586. C'est une famille de 3 cadrans tracés identiquement et datés aussi très précisément du jour et du mois, du jour, du mois et de l'année auquel ils ont été terminés. Vous voyez que le cadran en schiste 1589, pas si mal que ça, hein, c'est le début du règne d'Henri IV, qui a des chiffres gothiques, comme Armingol tout à l'heure, des chiffres romains gothiques. Et les chiffres romains gothiques sont aussi un signe d'ancienneté de cadran. Même si celui-là, c'est des chiffres romains tout court, il y aura une transition au cours du XVIe siècle entre le gothique et le romain tout court. Parfois aussi un cadran de granit là, avec des chiffres arabes. Dans le Trégor, il y avait à Camlès, un petit village à côté entre Lannion et Tréguier, dans un manoir, il y avait un cadran solaire. Donc, quand je l'ai connu, il n'y avait que des morceaux. C'est les seuls morceaux qui restaient. Ces morceaux m'avaient permis de réaliser le dessin, de refaire le dessin initial. C'était pas très compliqué à faire. Bon, il fallait le faire, hein. Et bon, alors regardez bien le dessin parce que c'est tout ce qu'il en reste. Les morceaux ont disparu, je ne sais pas où ils sont. Le propriétaire du manoir qui a déménagé est parti avec, sans doute, comme je ne sais pas où il est. Moi, il m'a toujours fasciné ce cadran avec ce personnage habillé à la mode de fin du règne d'Henri III, avec ses 2 grandes ailes, comme un ange, comme Tréguier, un peu un ange qui préside au cadran, qui surmonte le cadran, et ces deux serpents entrelacés là, qui tiennent une sorte de calice ou de fiole, ou de calice plutôt. Voilà, il y a peut-être des choses à chercher dans ce domaine-là, surtout qu'on a trouvé un autre cadran pas très loin, sur lequel il y a également un personnage avec des ailes. Donc voilà, mais c'est des cadrans donc, qui n'existent plus en tant que tels. De toute façon, il n'en existait plus grand-chose, il n'existait même pas la moitié, hein. Mais bon, donc il fallait en faire un dessin pendant qu'on pouvait le faire. Comme ça, on a qui datait de 1588.
Dans les Côtes-d'Armor aussi, on a un cadran dans un village des Côtes-d'Armor, Saint-Potent, qui sert actuellement de table de salon. Il y a des cadrans comme ça qui finissent, qui coulent une retraite heureuse comme table de salon ou sur une cheminée. Bon, comme ça, au moins, ils ne sont pas à l'extérieur, ils ne sont pas dégradés. C'est un cadran d'une richesse fabuleuse, d'une richesse de gravure fabuleuse. Et lorsque les gens ont adopté le schiste à la place du granit, le granit, on ne peut pas faire des choses très fines avec. Les outils ne permettaient pas, puisque le grain du granit ne permet pas de faire des choses. Maintenant, oui, peut-être, mais à cette époque-là, non. Donc, ils ont, comme vous l'avez vu, adopté le schiste assez rapidement et réalisé parfois des chefs-d'œuvre de gravure. Alors, pareil, celui-là doit dater du XVIe siècle, tout début du XVIe siècle. Il y a une devise. Phébus, en ceci, nous montre les moments du temps. Notez bien le mot moment. Et il y a la devise de la famille pour honneur et tout danger. Alors, il y a des blasons. C'est le blason des Gouillon-Matignon. Les Gouillon-Matignon, c'est l'ancêtre de la famille régnante actuellement sur Monaco. Oui, parce qu'au XVIIIe siècle, on était allé chercher un Louis de Matignon pour aller prendre la tête de la principauté de Monaco pour qu'elle ne s'écroule pas. Donc, c'est des ancêtres de la famille régnante actuelle. Donc, vous voyez des chiffres gothiques, ce qui m'incite à le classer dans les 1500 et quelques, au début du XVIe siècle. Le tracé est assez particulier parce qu'il ne correspond pas du tout à une latitude bretonne. Enfin, ça ne fait rien. Vous remarquerez qu'il y a 2 fois le chiffre 12. Il y a un autre exemple quelque part aussi où il y a 2 fois le chiffre 11. Je ne sais pas pourquoi, ou bien il a oublié, ou bien il s'est emporté à la gravure. C'est pas grave. Vous voyez le bestiaire. Et là, vraiment, le graveur, je dirais, je ne sais pas s'il a sûrement travaillé sur commande. Mais alors, il y a deux griffons. Ici, il y a un singe qui chevauche un animal, un quadrupède, qui va s'attaquer à un dragon. Il y a deux oiseaux là, qui portent un serpent dans leur bec. On est vers 1500 et quelques. Hein. C'est assez remarquable. Alors, ce blason-là, si quelqu'un trouve à quoi il correspond, on est preneur, hein, parce qu'on n'a jamais réussi à trouver la famille qui avait ce blason. Voilà, Saint-Potent, donc petit village, il y a des trésors comme ça de gravure. Il n'a pas été souvent à l'extérieur, ce cadran. Hein. Enfin bon. Et donc les graveurs en Bretagne vont se lancer dans le schiste, comme ce cadran de Plébin qui a plus de 400 ans maintenant, hein, qui a 402 ans, qui est aussi un chef-d'œuvre de gravure, de finesse de gravure, même s'il s'est dégradé avec le temps, c'est pas tellement dégradé finalement. Hein, c'est un chef-d'œuvre de finesse qui est dédié à Saint-Germain. C'est l'église Saint-Germain qui date donc de 1619, avec la lune et le soleil, qui sont 2 décorations du cadran qu'on va revoir assez souvent. Bon, je vous laisse l'admirer, mais enfin, bon, voilà. Et petit à petit, on va en installer sous différentes formes. À Roscoff, il y a un cadran peint sur l'église. Les cadrans peints ne sont pas très fréquents en Bretagne. Il y en a quelques-uns, mais bon, ils se comptent sur les doigts des 2 mains et encore. Donc, ils datent des environs de 1630, avec une jolie devise, craignez la dernière. Alors, c'est un cadran qui a été restauré, refait, repeint X fois depuis son installation. La dernière restauration, malheureusement, a mis les lignes de 6 heures à cet endroit-là, alors qu'elle aurait dû être à l'horizontale. Enfin, bon, allez, ça partait d'un bon sentiment, on ne va trop rien dire, on va essayer un jour de convaincre la municipalité de changer ça. Donc, vous voyez, le schiste se retrouve aussi dans la Loire-Atlantique, en 1643, avec un cadran donc, au centre duquel je pense qu'il y avait le portrait de Richelieu. Hein. Je ne suis pas sûr. Richelieu est mort l'année avant. Donc voilà. Et il y a trois petites, comme des hermines, mais on pense que c'est plutôt des comètes qui sont représentées sur ce cadran. On trouve beaucoup de choses sur les cadrans. On fait de la dentelle avec le cadran solaire en schiste. Ça, il est à Châteaubriand, dans la Loire-Atlantique. Bon, voilà, il y a les zodiaques dans des médaillons ici. Il y a le cadran solaire ici. Au centre, il y avait un correcteur lunaire qui permettrait de dire l'heure à la lumière de la Lune. Un blason, un collier de Saint-Michel autour. Et puis, bon, vous voyez quand même qu'il a fallu sans doute un certain temps pour graver ce cadran. Il a dû coûter un certain prix aussi à son commanditaire, qu'on ne connaît pas. Il date de 1655. La Bretagne n'était pas en retard sur les cadrans solaires, hein, ni pour commencer à les installer, ni pour en réaliser de très beaux. Comme à Rennes, en 1650, sur le Parlement, ce cadran légèrement déclinant en pierre de Caen, que j'ai comparé en dessous à un autre cadran dans un village à côté de Rennes,
qui n'est pas contemporain, mais presque, qui est gravé dans la pierre, d'une pierre un peu spéciale qu'on appelle le poudingue, une pierre jaune, jaunâtre, cadran unique en son genre, où M. Clément Cœur de Roi a pu faire un cadran. Alors, il y a une chose qui est à remarquer en Bretagne, comme dans toute la France ou ailleurs, il n'y a pas deux cadrans qui soient identiques. Tous les cadrans solaires sont différents, tous. Il y a des familles de cadrans, d'accord, qui se ressemblent, mais ils ne sont jamais identiques. Il n'y a jamais eu de fabrication en série autrefois, comme on pourrait peut-être faire maintenant. Alors, dans les autres pays d'Europe, eh ben, le style est un peu différent, la facture est différente. Il y a peut-être moins de pierres à graver dans ces régions-là, l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie. On trouve surtout des cadrans qui sont peints. Vous voyez qu'ils sont beaux. C'est quand même des tableaux. Parce qu'on s'est vite rendu compte, on a vite réalisé qu'un cadran solaire allait être regardé, consulté souvent, et donc autant consulter et regarder quelque chose de beau. Et vous verrez que les cadrans solaires, que le cadran lui-même finalement n'est qu'un prétexte à réaliser un tableau très, très décoratif, comme en Autriche, là, hein, ou en Allemagne, ou en Italie. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès, les deux cadrans sont de la même année. L'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, c'est essentiellement des cadrans peints. D'autres régions en France ou en Allemagne même, ce sont des cadrans gravés sur la pierre, sur le schiste ou sur la pierre calcaire quand c'était le cas. En Angleterre, en 1749, à Paris, en France, à la Sorbonne, le cadran de Jean Picard, qui date de 1676, le cadran anglais avec une belle devise, la vie n'est qu'une ombre en marche. Et puis en Suisse, à Genève, ça c'est des cadrans peints aussi. Bon, chaque pays, chaque région avait sa spécificité, mais chaque région, chaque pays faisait des cadrans solaires, installait des cadrans solaires. Ça, c'est quelque chose qui s'est répandu dans l'Europe entière. Tout comme l'horlogerie, comme l'horloge aussi s'est répandue dans l'Europe entière. On va revenir en Bretagne à Quimperlé avec ce grand cadran sur l'abbaye Sainte-Croix, un grand cadran de 5 mètres sur 5 environ, qui est très régulièrement nettoyé, regravé et repeint. J'ai comparé les deux cadrans là, l'un au-dessus de l'autre. À droite, le cadran d'un petit village de Locarn est un cadran de Gonnet dans les Vilaines, un cadran qui est dans un manoir. Bon, ils sont contemporains, ils sont radicalement différents dans leur facture. Celui d'en bas correspond donc à un manoir, une famille noble qui avait les moyens de se payer un beau cadran bien gravé en relief qui tenait compte en plus de l'orientation du mur, parce que l'éventail des lignes horaires n'est pas symétrique. Et par contre, au-dessus, ben, c'est un cadran plus simple. C'est un cadran peut-être les plus courants en Bretagne, des cadrans de ce type-là, très simple, bon, gravé en léger relief, commandé par M. Yves Guillou, avec une date. Mais bon, M. Yves Guillou, ça lui suffisait largement. On n'avait peut-être pas les moyens de se payer un beau cadran comme en dessous. Hein. IHS, vous voyez, IHS, ça c'est quelque chose qui revient sur les cadrans. C'est le décor religieux qui est l'un des plus fréquents sur les cadrans. Donc, vous voyez qu'à deux époques, à la même époque, bon, on pouvait avoir des cadrans complètement différents dans la facture. Cela dépendait des moyens de la personne qui commandait le cadran. Alors, est-ce que ces tracés sont exacts? Est-ce qu'ils sont faux? Ben, on ne sait pas. Bon, parfois, quand on a eu l'occasion d'en voir de près, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait ça, mais bon, ça ne fait rien. Alors, vous voyez, je vous disais, on pouvait faire de belles choses en Allemagne, en Autriche, en Italie ou en d'autres pays, en des cadrans peints, mais on pouvait faire aussi des chefs-d'œuvre de gravure, comme celui de Saint-Potent tout à l'heure, des chefs-d'œuvre de gravure sur une plaque de schiste. Le cadran de droite, donc, est à Quimper, dans les réserves du musée. C'est dommage, d'ailleurs, il mériterait d'être exposé. C'est un grand cadran qui fait à peu près 70 cm de haut, où il y a gravé où le commanditaire. Alors, est-ce que le commanditaire, c'est Augustin Leroy, ici, dont le nom, qui était un prêtre recteur, est-ce que c'est lui qui l'a commandé? Il a été fait par Kéo, par un graveur qui s'appelait Kéo, en 1772. On y voit au-dessus la totalité de l'histoire de la passion du Christ, hein, avec le soleil, la lune, les deniers, la croix, les tenailles, etc. etc. C'est vraiment bon, que ce soit le recteur, ça ne m'étonnerait pas que donc qu'il ait commandé cela. Par contre, au sommet de l'ostensoir, là, il y a une couronne. Alors, bon, a priori, une couronne de comte ou de marquis. Bon, le recteur ne devait pas être comte ou marquis. Alors, pourquoi il a mis ça, fait mettre ça en haut, je ne sais pas. Ce n'est pas toujours facile de trouver l'histoire des cadrans. Donc, vous voyez que le cadran, finalement, en dessous, c'est, comme je dis, ce n'est pas un prétexte parce qu'il est bien fait quand même en dessous, mais ce n'est pas l'élément essentiel de la plaque. Hein. Ce cadran, c'est
c'est le prototype de toute une famille de cadrans. Tiens, je parlais des familles de cadrans, d'une famille de cadrans dont on connaît 6 ou 7 exemplaires dans le Finistère, qui ne sont pas aussi beaux que celui-là. Ils ont la même forme. Ils sont contemporains des années 1770, 75, 80 même. Ils ont tous la même forme, donc inspiré par celui-là et toujours et souvent réalisé d'ailleurs par M. Kéo. Je le compare à ce cadran de Guérande, qui est contemporain, 1774, où la facture, comme vous voyez, est beaucoup plus, comment dirais-je, naïve, presque primitif au sens des arts, ou premier, au sens des arts premiers. Hein, il y a des fleurs, il y a un soleil, il y a une lune ici, il y a un soleil, la lune elle a plein de cheveux, il y a la passion du Christ qui est représentée au centre aussi, et puis le cadran, bah, il est presque, il y a une scène de chasse en dessous, avec le chasseur, ses chiens, le cerf. Le cadran, il est presque anecdotique là-dedans. Hein. C'est bon, on a mis un cadran, mais bon, c'est tout le reste qui compte finalement. Donc, vous voyez, à 2 ans d'intervalle, on peut faire des cadrans complètement différents par des graveurs et des complètement différents aussi. Hein. Alors, pour les graveurs de cadrans, un historien breton donc avait émis l'hypothèse que c'était les tombiers. Les tombiers, c'était ceux qui gravaient les pierres tombales. On leur donnait quelque chose à graver, un nom, une décoration, et ils vous le réalisaient vite fait, bien fait. Et donc, c'est sans doute des tombiers qui gravaient ces cadrans parce c'était presque les seuls artisans capables de réaliser, de graver et de façonner le schiste comme ils le faisaient, en y ajoutant un décor. Donc, le décor des cadrans, comme on l'a vu, c'est essentiellement la Passion du Christ, avec plus ou moins complet, avec un ostensoir au centre, hein, ça peut être un motif floral, comme à l'angoisse, ça peut être un animal, appelé Capsisin, il y en a d'autres dans le Finistère, il y en a d'autres dans les Côtes d'Armor. Ça peut être un décor militaire, comme ici, à Parthenay. Hein, il y a un canon, il y a des boulets, une armure, un tambour, il y a sans doute une trompette ici. Hein, c'est unique, hein, c'est le seul cadran qu'on connaisse avec un tel décor. Alors, le décor religieux peut se résumer d'ailleurs à une croix. Hein, sur les cadrans un peu plus simples qu'on trouve un peu partout, dans l'île-et-Vilaine ou dans les Côtes d'Armor ou ailleurs, la décoration essentielle, c'est une croix. Et puis, il y a les blasons. Les blasons, ben, ça, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus parce que nous, c'est pas notre truc, les blasons. Donc, alors, aller interpréter un blason, c'est pas toujours facile, d'autant que les couleurs ont disparu parce que les blasons étaient peints. Hein. Les blasons, ils avaient des couleurs parce qu'un blason sans couleur, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Il fallait une couleur pour le fond, ce qui était sur enfin, bon, les fleurs qu'on voit ici, etc. Donc, il fallait des couleurs, mais ces couleurs ont disparu avec le temps. Tout comme les cadrans. Hein. On trouve des cadrans avec des vestiges de peinture. Hein. Donc, les cadrans étaient peints, c'était décoratif, c'était beau. Il fallait que ce soit beau quand même. Hein. Ce n'étaient pas les cadrans peints d'Autriche ou d'Allemagne, certes, mais c'était quand même des cadrans qui étaient peints, qui décoraient un mur, le mur d'une église, le mur d'une chapelle ou le mur d'une ferme. Alors, au centre, il y avait des belles rosaces plus ou moins travaillées, comme celle-là. Jusqu'ici, je vous ai parlé des cadrans verticaux. On n'a vu que des cadrans verticaux. Il y a aussi des cadrans horizontaux. Celui-là est dans la région de Lézardrieux, la région 2, parce que je ne vais pas dire exactement où il se trouve. C'est un cadran, c'est pas facile de photographier un cadran horizontal. Hein. Donc, je l'ai photographié comme ça, c'était la meilleure façon de le faire. Donc, il date de 1716. J'ai mis en médaillon ici la gravure qui est située ici pour montrer la richesse qu'on devine d'ailleurs quand on regarde la richesse de la sculpture, de la gravure qui a été réalisée ici. Vous voyez que les côtés de l'octogone, les décorations changent à chaque côté. Idem, il y a un magnifique soleil gravé au centre avec un certain nombre de rayons, un soleil joufflu, une figure humaine bien représentée. Et puis autour, il y a les heures du soleil. Ça mériterait aussi d'avoir un style pour continuer à vivre. Voilà, donc les cadrans horizontaux sont rares, on les trouve dans les châteaux, essentiellement dans les manoirs, jamais les cadrans anciens. Comme ce cadran qui était de Rosambeau à Languélec. Alors ça, c'est pareil, hein, regardez-le bien, c'est tout ce qu'il en reste. Parce que comme il a été volé en 1988, bon, comme j'avais eu le temps d'en faire un dessin avant, c'est tout ce qu'il en reste. Donc, c'est un cadran mathématique. 1744, c'est le milieu du XVIIIe siècle, c'est l'apogée des cadrans solaires, c'est l'apogée de la production des cadrans solaires. 1750, ça correspond à ça. Quand on trace le nombre de cadrans, on s'aperçoit qu'après, il y a un déclin. Donc, il rassemble à peu près tout ce qu'on pouvait mettre sur un cadran à l'époque.
On va commencer par la rose des vents au centre. Il y avait une petite girouette au centre, hein. Il y a 32 rayons, très bien dessinés. Il y a le cadran solaire lui-même qui est ici, avec IHS. C'est un cadran géographique parce que sur chaque ligne horaire, il y a un nom de lieu dans le monde. Quand l'ombre du style passait sur la ligne horaire, il était midi dans ce lieu. Il y a quelques cadrans géographiques comme ça en France, en Europe, qui indiquent donc l'heure en différents lieux du monde. Alors, il y a un deuxième cadran horizontal de part et d'autre, bon, pourquoi pas. Il n'apporte rien parce qu'il fait double usage avec celui-là. Il y a une devise aussi, Utere praesenti memor ultima, pense à la dernière. Il y a un cadran ici qui donne la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon et sa direction. On appelle les azimuts et les almucantara. L'azimut, bon, c'est la direction, et l'almucantara, c'est un mot arabe pour désigner la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon. C'est un très joli. Alors ici, il y a, j'en ai mentionné un tout à l'heure, un correcteur lunaire. Il y avait un disque au centre qui tournait et qui permettait de lire l'heure avec l'ombre projetée par la lune la nuit, mais il fallait faire une correction suivant qu'on était à la pleine lune, au premier quartier, au dernier quartier. Et là, il y avait un disque qui servait à cela. Il a disparu. Au milieu, ici, il y a ce qu'on appelle les heures italiques et babyloniques. Les heures babyloniques, ça donne le nombre d'heures qui s'est écoulé depuis le lever du soleil, et les italiques, le nombre d'heures qui restent à s'écouler jusqu'au coucher du soleil. Bon, c'est très décoratif, et de part et d'autre, eh ben, on retrouve nos heures inégales. On appelle ici les heures judaïques, mais c'est les heures inégales, les heures temporaires, saisonnières, et il y avait un style donc qui marquait. Alors, il y a une différence aussi que je n'ai pas dite entre les heures inégales et nos heures à nous, c'est que nos heures à nous, on est à telle heure. Hein, il est 19h et quelques, il est 19h08 là, tandis qu'avec les heures inégales, on est dans une heure. Nous sommes dans la première heure, dans la deuxième heure. C'est pas la peine de chercher une précision, plus de précision. Hein. On est dans la sixième heure, ça se termine à midi. On est dans une heure, contrairement à nos heures à nous. Alors, les cadrans mathématiques de ce genre-là ne sont pas très fréquents en Bretagne, il y en a beaucoup en France hein, ou ailleurs. Il ne faut pas les regarder comme une généralité. Ce sont des cadrans rares, ce sont presque des exceptions. Il ne faut pas regarder les anciens cadrans solaires comme des objets scientifiques. Tous ceux que je vous ai montrés ou que je vais vous montrer après, qu'on trouvait sur les églises, sur les chapelles, ce sont des instruments indicatifs, populaires, plus ou moins bien tracés. Comme j'ai dit, lorsqu'on a eu l'occasion de voir comme les petits cadrans qu'on a vus tout à l'heure, l'occasion d'en voir un tout près, on s'est aperçu que souvent le tracé n'était pas ce qu'il devait être. Les angles des lignes horaires n'étaient pas bons. Parfois, ce n'était pas symétrique entre le matin et l'après-midi. Parfois, c'était le tracé d'un cadran horizontal qui était reporté sur un cadran vertical. Parfois, c'était tracé pour une latitude complètement différente des latitudes bretonnes. Mais bon, le graveur et les graveurs, ce n'étaient pas des spécialistes. Ils gravaient, ils avaient dû trouver quand le tracé d'un cadran solaire quelque part, ils l'avaient recopié et ils le reproduisaient tel que, plus ou moins bien. Et de toute façon, le commanditaire du cadran, qui recevait son cadran, était trop content de recevoir un cadran. Il n'avait pas la culture indispensable pour dire mais le cadran comme tu donnes, que tu me fournis aujourd'hui, il est faux. Donc, ça le satisfaisait. Il était content, il avait son cadran solaire. Donc, les cadrans mathématiques de ce genre-là sont plutôt rares et ce sont des exceptions. Ce sont des belles choses, parfaitement tracées. Il y a des cadrans solaires en France, en Europe, qui sont parfaitement tracés, mais la majorité sont des cadrans entre les deux. Voilà un autre exemple de grand cadran horizontal qui est à Saint-Gouin, dans le Côte d'Armor. C'est un cadeau de mariage. Si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau de mariage, vous offrez un cadran solaire, ça fera toujours plaisir. Hein. Bon, peut-être pas ça quand même, hein, parce que ça c'est un beau cadran, hein, date de 1776. Il y a deux cadrans solaires, il y a un cadran géographique ici, avec plein de noms, vous voyez plein de noms, Delhi, je ne sais plus lesquels c'est, il y a l'île Bourbon, il y a Pondichéry, etc. Et puis il y a un autre cadran au-dessus, là, hein, qui est aussi un cadran horizontal avec son deuxième style. Et puis de part et d'autre, il y a beaucoup d'inscriptions, très bavard ce cadran, très intéressant. D'ailleurs, il y a une étude, c'est Pierre Labatte qui a fait l'étude de ce cadran. Il a fait une publication là-dessus, d'ailleurs, hein, parce que ça vaut la peine, avec toutes les inscriptions, le détail il y a des planètes aussi, on peut voir des planètes. Donc c'est un cadeau de mariage.
pour une demoiselle dont le nom est marqué quelque part, ici Marie Lehellec, qui s'est mariée avec Joseph Cadou en 1776. Voilà. Bon, c'est aussi une exception, mais c'est une belle exception. Des cadrans un peu particuliers, il y en a aussi un à Vitré, au château des Rochers-Sévigné. C'est ce qu'on appelle un bloc mnemonique. C'est tout un ensemble de cadrans qui n'ont pas de... Alors, c'est plus un exercice de style, si j'ose dire, qu'autre chose, parce que pour en mettre autant, il y a à peu près une vingtaine de cadrans. C'est un bloc de calcaire. Il y a une vingtaine de cadrans. Chaque alvéole que vous voyez est un cadran, le creux. Donc, il y a un cadran septentrional. C'est le seul que je vous montrerai d'ailleurs parce qu'il est placé face au nord. Ah oui, on peut faire des cadrans dans toutes les orientations. Hein, on va le voir. Alors, ça, c'est un style. Il y a le style du dessus, un style ici, il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un ici, etc. L'autre côté, c'est pareil, c'est symétrique. On aperçoit encore quelques lignes horaires qui sont peintes ici. Il n'est pas en bon état. Initialement, il y avait ceci au sommet, comme un livre ouvert avec des indications horaires aussi, qui est parti ici, c'est cassé. Le château des Rochers-Sévigné, ça a été un des lieux où séjournait Madame de Sévigné. Malheureusement, il n'est pas dans le circuit de visite. Un peu dommage. Il faudrait quand même l'inclure parce que ça vaut la peine. Et puis, ça vaudrait la peine de le nettoyer un peu, de le faire revivre dans son éclat premier. Peut-être pas refaire ça parce que ça n'aurait pas d'intérêt. Mais bon, voilà, c'est un cadran, c'est unique en Bretagne. Il y a d'autres régions comme l'Écosse, par exemple, où il y a beaucoup de cadrans de ce type-là. C'est par dizaines qui se comptent. En France, il y en a quelques-uns aussi. Mais bon, c'est une particularité de la Bretagne d'avoir ce cadran, ce bloc mnemonique, à quelqu'un qui a dû passer quand même quelques temps à réaliser cela. Ça pourrait se refaire. Hein. Deux autres types de cadrans que l'on peut faire, je vous ai dit qu'on peut faire des cadrans dans toutes les directions, en particulier vers l'ouest et vers l'ouest. Alors, en Bretagne, ce n'est pas compliqué, on en a deux, hein, un occidental et un oriental. L'oriental est sur la basilique du Folgouet, il a été restauré en 2007, donc le tracé, par contre, là, est simple. Le tracé est simple, c'est des lignes parallèles, avec un style qui est toujours orienté suivant l'axe du monde. Bon, il faut quand même s'y connaître pour mettre le bon intervalle entre les lignes horaires. Hein. Le cadran occidental, c'est pareil. Les lignes horaires deviennent un ensemble de lignes parallèles, avec un certain espacement, avec un style qui n'existe plus, il était au bout de la tige. Ça mériterait aussi qu'on redresse la tige et qu'on mette un style pour que ce cadran revive. Donc voilà, ces deux types, tous les cadrans que je vous ai montrés, c'était des cadrans méridionaux, ou presque tous, qui étaient donc faits pour être face au sud. Vous avez aperçu un cadran septentrional à Vitré, sur le bloc mnemonique, et ici, donc, cadran occidental et cadran oriental. On peut tracer des cadrans solaires dans toutes les orientations, dans toutes les inclinaisons. Il suffit de s'y connaître un peu et de s'intéresser à la théorie des cadrans solaires. Enfin, après ça ne peut pas se faire non plus au sujet. Il y a un autre, le dernier type, voilà, une méridienne. Vous êtes allé à Rennes sans doute et vous connaissez sur la mairie de Rennes, sur l'hôtel de ville de Rennes, il y a une méridienne, qui donc un ensemble de... C'est un cadran solaire réduit à sa plus simple expression. La ligne de midi et deux lignes de chaque côté, un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Un quart d'heure avant, plutôt, pardon, ici, et un quart d'heure après, ici. Alors, le temps de l'horloge, lui, est un temps régulier. C'est un temps qui tourne, l'horloge, les montres et les pendules, ça tourne régulièrement. Les heures sont bien la même durée. Par contre, si on se fie uniquement au soleil, et ça on le savait depuis l'Antiquité, mais quand les horloges ont fait des progrès, on a été obligé de tenir compte des fluctuations du temps du soleil. Fluctuations en ce sens que quand le soleil passe au méridien, quand il est au plus haut dans le ciel, entre deux passages au méridien, il ne s'écoule pas toujours exactement 24 heures. Un peu plus, un peu moins. Et tous ces petits écarts se cumulent au cours de l'année et font qu'il peut y avoir un écart d'un quart d'heure entre l'heure d'une horloge qui est bien régulière et l'heure d'un cadran solaire. Donc au XVIIIe siècle, on a été obligé d'inclure dans les méridiennes donc, ces fluctuations sous la forme d'une jolie courbe. Courbe en vide, vous voyez que c'est des fluctuations qui ne sont pas violentes quand même, puisqu'elles permettent de tracer une jolie courbe. Alors ces fluctuations, ça porte le nom d'équation du temps. La ligne de midi toute seule, ça donne le temps solaire. Quand l'ombre du soleil qui est ici, du petit trou qui est au centre, passe dessus, il est midi au soleil. Mais quand l'ombre de ce soleil passe sur la ligne, il est midi de temps moyen
Et une personne peut régler sa montre comme ça en étant sûr que ça sera bien écoulé d'un jour à l'autre, 24 heures, et verrait comment ça monte, si sa montre tient l'heure ou pas. Une méridienne, il y en a une aussi sur la mairie de Nantes, qui a été restaurée il y a une dizaine d'années, et on en trouve plusieurs en France. Dans l'est de la France, il y a des méridiennes industrielles, par exemple, en métal, qui ont été produites au temps de la métallurgie. Vous en avez comme ça un grand nombre de méridiennes donc, qui marquent l'heure. Au Mans, il y en a une aussi. Voilà. Un peu partout en France, on en trouve. En Bretagne, on en a deux anciennes, à Rennes et à Nantes. Bien, donc quand on voulait régler sa montre, soit qu'on avait une méridienne, soit qu'on avait un petit cadran solaire de poche quand on se déplaçait. Cadran solaire de poche, ont commencé très tôt, même au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, à Augsbourg, avec ces cadrans-là. On inclinait le cercle, là, on réglait le style et ça nous indiquait l'heure, et on l'inclinait suivant la latitude. Au XVIIe siècle, se sont développés à Dieppe des cadrans solaires sur ivoire, des petits cadrans solaires sur ivoire qui donnaient beaucoup d'indications. Hein, le temps solaire, évidemment, les heures italiques et babyloniques dont j'ai parlé tout à l'heure, les heures inégales ici, et suivant avec des indications sur la latitude du lieu. Au milieu, il y avait une boussole qui permettait, comme ici d'ailleurs, de l'orienter correctement par rapport au nord ou au sud. Un autre type, c'est ce qu'on appelle des diptyques. Hein. Un diptyque, c'est un cadran vertical ici, un cadran horizontal là. Le plus connu, le plus remarquable de ces cadrans de poche, de ces cadrans de voyage, c'est le modèle dit de Butterfield, qu'on voit gravé ici, qui, comme son nom l'indique, était un ingénieur français qui travaillait sous Louis XIV, qui sont tracés où les heures sont indiquées pour 3 latitudes. Ça permettait de voyager dans à peu près toute l'Europe. Et le style ici se réglait en inclinaison par rapport à une échelle graduée. Et puis il y avait un autre type de cadran solaire qui lui marchait avec la hauteur du soleil, donc avec la longueur du nombre, encore une fois, qu'on appelle le cadran de Berger. Même si les bergers n'ont pas beaucoup utilisé ce genre de cadran, mais c'était un cadran de voyage, un cadran de poche, et c'était la longueur de l'ombre de la tige projetée par le soleil qui indiquait l'heure sur une échelle graduée. Du temps de la Rome ancienne, il y avait déjà ce genre de cadran. Donc, ce n'était pas nouveau, simplement, après, au cours des siècles, on les a fait de plus en plus jolis. Toujours l'ombre, toujours la longueur de l'ombre. Au fond, ici, on utilise la longueur de l'ombre. Là, c'est la direction. C'est pas pareil. Et là, la longueur de l'ombre, bah, ça satisfaisait pas mal de gens aussi dans leur déplacement. Alors donc, Pierre Labatte, Bernard Rouxel et moi-même, donc, nous appartenons à la commission des cadrans solaires de la Société astronomique de France, qui réunit environ 300 membres que j'ai invités ce soir à assister à cette présentation avec l'accord des organisateurs, bien sûr. Je ne pense pas que les 300 membres soient là. Il y en a quelques-uns, j'en ai repéré. Une des activités essentielles de cette commission, donc, c'est le recensement des cadrans solaires français. Au mois d'octobre, on en était à 37 408 cadrans répertoriés en France. La Bretagne y est assez bien représentée avec 2500 cadrans sur 806 communes, sachant que dans les 5 départements bretons, il y a 1490 communes. Ça représente donc 54% des communes. Il y a encore du travail. Il y a encore 46% des communes où on ne connaît pas de cadran. Alors, les dates de ces cadrans vont de 1537, comme j'ai dit, à cette année, 2021, comme on verra tout à l'heure. Alors, le Trégor, puisque c'est quand même l'association pour la recherche et la sauvegarde des sites archéologiques du Trégor qui nous a invités. Donc, le Trégor, c'est la partie nord-ouest des Côtes d'Armor, qui empiète un peu aussi sur le Finistère. Donc, c'est la région qui est limitée entre Morlaix, Tréguier, Lannion, Guingamp, qui est limitée par deux rivières. Hein, c'est des frontières naturelles. Il y a une rivière ici, le Lef. Ici, c'est la rivière de Morlaix, le Pleufleutre. Et ici, c'est la ligne de partage des eaux. Donc, ça définit ce qu'on appelle le Trégor, qui comprend 127 communes. On connaît des cadrans dans 61 communes. 165 cadrans ont été répertoriés. Là, je mentionne tous les cadrans, y compris ceux qui ne valent rien. Hein. Enfin bon, comme ça part d'un bon sentiment, mettre un cadran sur un mur, bon, on est indulgent, on les compte quand même. Hein. C'est pas bon, ce qui fait que dans certaines villes, comme Lannion ou Morlaix, il y a beaucoup de cadrans, alors qu'il y en a beaucoup qui ne valent pas grand-chose. Donc, chaque point rouge représente une commune où il y a un cadran. Je n'ai pas marqué un point à chaque point, à chaque fois qu'il y a un cadran, c'est les communes. Alors, vous voyez que, et ça c'est propre à la France entière et la Bretagne, il y a une grande zone ici où on ne connaît pas de cadran. On ne nous en a jamais signalé. On n'a jamais vu ça dans les textes anciens qu'il y avait un cadran ici ou là. Il y en a sûrement. Il y en avait ici, là, il y en a sûrement. Mais on ne peut pas. Nous, on ne peut pas aller frapper à toutes les portes de toutes les fermes ou de tous les châteaux. Il y a un trou. Et c'est valable dans la France entière. Il y a des endroits comme ça où on ne connaît pas de cadran.
Alors qu'il y en a. Je dis, les cadrans s'étaient répandus de partout. Et quand une paroisse ne pouvait pas se payer une horloge, parce que ça coûtait un prix, une horloge, bah, elle se payait un cadran solaire, ça coûtait moins cher. Dans les fermes aussi n'avaient pas forcément une horloge, mais elles avaient un cadran solaire sur la façade de leur maison. Donc, des cadrans solaires, il y en a partout. Et il y a sûrement ici, on n'en connaît pas. Voilà, pas tant pis, hein. On a encore du travail. À Trégor, par contre, on trouve des cadrans solaires qu'on ne trouve pas ailleurs. Nulle part ailleurs, c'est les cadrans qu'on a qualifiés de butoirs. Ils sont gravés à l'extrémité d'une avancée en pierre qui est incluse dans le mur, hein, qui n'est pas par hasard, qui est celle-là, celui-là, par exemple, à Plounérin, de travers par rapport au mur, et on voit bien que la pierre a été pensée pour être placée dans le mur à cet endroit-là. À Plouganou, à Locquirec, Plounérin, c'est fin 16e, et Locquirec et Plouganou, pardon, Plouganou et Locquirec, c'est début 17e contemporain, à peu près. Bon, on ne connaît pas la cause, on ne connaît pas la raison pour laquelle des graveurs sont allés graver des cadrans en granit sur une surface comme ça, en dépasse du mur. C'est bien fait, hein, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez, il y a des sculptures, des modes nature, je crois qu'on appelle ça, hein, qui sont là, mais bon, pourquoi, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est encore un sujet de recherche. Alors, une petite page de pub pour diviser la conférence. Donc, Pierre Labatte et moi-même donc, avons publié en 10 ans un livre sur les cadrans solaires de Bretagne, qui est préfacé par Bernard Rouxel, c'est pour ça que je mentionne Bernard, qui rassemble environ 700 cadrans de Bretagne sur les 2400, les 2200 qu'on connaissait à l'époque, les cadrans les plus valables, les cadrans qu'on peut s'y signaler. Voilà, donc c'est édité par Schoolbrace. Le cadran d'illustration, le cadran de Pont-de-Buis, qui date de 1760, qui était une commande de M. Louis Jolec, voilà, qui s'était payé son beau cadran. Vous avez vu qu'il y a des devises sur les cadrans. Les cadrans sont le seul instrument humain, c'est presque le seul instrument humain qui porte assez systématiquement une devise. Alors, dans l'Ancien Régime, les devises, c'était pas rigolo, hein. La mort avance, pensez-y, l'heure approche après laquelle il y aura plus de temps, craignez la dernière, quelle heure il est du jour, ce cadran vous le marque, mais non pas à quelle heure arrivera la Pâque, hein, c'est joliment dit, mais enfin, bon, c'est quand même ça. Et ici, c'est, rappelle-toi, dès que le jour paraît, sur un cadran de Vannes, dès que le jour paraît, rappelle-toi ton propre déclin. Bon, tout ça, c'était pas rigolo. Mais bon, c'était l'époque. Hein. L'époque, la mort était plus présente, la vie était relativement courte et la mort était arrivée relativement rapidement, donc il fallait se préparer. Et c'est ça aussi le but philosophique, le but éducatif des cadrans, même s'il n'y a pas grand monde à l'époque qui était capable de lire ces belles devises, hein, la lecture n'était pas répandue. Mais bon, il y avait le recteur de la paroisse pour dire aux gens qu'est-ce qui était écrit. Hein. Bon, enfin, c'est pas un message qui n'était pas très gai, mais on dit c'est l'époque. Hein. On dit, tiens, en Bretagne, il doit y avoir du breton sur les cadrans. Eh ben non. Comme on vient de voir, il y a du français et du latin. Point. Sur tous les cadrans de l'Ancien Régime, on en connaît environ 1700, il y a 3 mots de breton. Remède-Hall pour Tout-Remède, Notre-Dame de Tout-Remède. D'ailleurs, c'est en français, là. Et Epken. Epken, c'est une devise. En plus, c'est une devise, c'est la devise des barons qui tenaient le pont de Pont-l'Abbé. Mais c'est tout. C'est les 3 seuls mots de breton que l'on a repérés. Et on se dit que si on avait dû en trouver, on les aurait trouvés. Donc, il n'y en a pas. C'est assez bizarre. L'hermine aussi, qui est le symbole de la Bretagne, est très rare sur les cadrans. On compte les doigts des 2 mains, les cadrans sur lesquels on peut détecter une hermine qui souvent d'ailleurs occupe la place de midi. Donc on a terminé les cadrans, maintenant on va tendre vers notre époque. Alors au début de la première moitié du 19e siècle, on continue à faire des cadrans comme à l'île de Bréa, à Douarnel, à Plonélatifau, des jolis cadrans bien tracés, bien gravés, avec des belles devises. L'ombre accompagne la lumière. Là, c'est le commanditaire qui a mis son nom. Ici aussi, là c'est le graveur, hein, c'est le graveur qui a mis son nom. Là, c'est le commanditaire. Bon, première moitié du 19e siècle, ça continue. D'ailleurs, en 1843, à Châteaubriand, dans Loire-Atlantique, on installe une nouvelle horloge à la mairie. Et aussitôt, le maire dit il faut mettre une méridienne sous ce cadran pour le mettre à l'heure, sous cette horloge pour la mettre à l'heure. Donc en 1843, on installe encore des cadrans solaires pour régler des horloges. Seulement, il y a quelque chose qui arrive qui s'appelle le progrès. Le progrès sous la forme du télégraphe et du train. Le télégraphe, c'est l'ancêtre de nos télécommunications. Ça permet de transmettre des signaux à distance et en particulier des signaux horaires qui permettent des mises à l'heure d'horloges à distance. Une horloge peut se caler sur une autre horloge à 10, 100 ou 1000 km. Et c'est d'ailleurs une des premières applications des câbles sous-marins transatlantiques, c'est transmettre des signaux horaires
de l'autre côté de l'Atlantique. La radio va arriver à la fin du 19e siècle pour envoyer des signaux horaires par radio. Un autre moteur du progrès, c'est le train. Le train, le développement des réseaux ferroviaires implique des horaires. Et on s'est vite rendu compte, on a vite réalisé que l'heure devait être la même tout au long de la ligne. Jusque-là, l'heure était propre à chaque ville. Il y avait peu de déplacements, donc chaque ville avait son heure donnée par le cadran solaire local. Mais on n'allait pas dire au conducteur de train de changer sa montre à chaque fois qu'il s'arrêtait dans une ville, il n'en sortait plus. Donc on a unifié l'heure sur le parcours d'un train, et c'était facile puisqu'il y avait le télégraphe pour transmettre des signaux horaires et mettre des horloges à l'heure tout au long de la ligne. Et ça va conduire donc à l'unification de l'heure à l'échelle d'un pays relativement petit comme la France ou la Grande-Bretagne. L'heure va être transmise comme ça dans toutes les villes de France par le télégraphe. Donc on va unifier l'heure sur, bien sûr, l'heure de Paris. En Angleterre, ça sera sur l'heure de Londres. Mais bon, il y a des grands pays comme les États-Unis où on ne peut pas unifier. On ne peut pas mettre tous les États-Unis à la même heure. Et un ingénieur canadien, Fleming, a proposé à la fin du 19e siècle de diviser le continent nord-américain en un certain nombre de fuseaux, basant d'abord sur les méridiens, mais après, là, en pratique, c'est devenu les limites de ces zones sont devenues ce qui est tracé en bleu, là, avec un principe très simple. Tout le monde est à la même heure dans une même région et on change d'une heure à chaque fois qu'on passe d'une région à l'autre. C'est simple, c'est le début des fuseaux horaires. Les fuseaux horaires vont être adoptés petit à petit dans le monde entier avec un principe très simple. Tous les lieux donc d'un même fuseau sont à la même heure et c'est l'heure du méridien central du fuseau. Nous sommes sur le méridien Greenwich et c'est l'heure de Greenwich qui nous donne l'heure. Alors vous voyez qu'en fond, il y a la carte réelle des fuseaux horaires. Après, il y a des considérations politiques, économiques qui font que les fuseaux horaires ne sont pas trop respectés. Mais bon, passons. Et après, on a simplifié les choses en rajoutant les changements d'heure d'été d'hiver. Donc, il y a la division du globe en 24 fuseaux horaires, ça date du début du XXe siècle. Dans un tel monde, les cadrans solaires n'ont plus de rôle à jouer, c'est fini. C'est plus eux qui disent l'heure. C'est les observatoires centraux des grandes nations, l'Observatoire de Paris, l'Observatoire de Londres, qui établissent l'heure et qui la transmettent par des lignes télégraphiques ou par la radio après. Cadran solaire, il ne sert plus à rien. C'est plus eux qui disent l'heure. Donc, on ne va plus en faire. À partir de 1850, deuxième moitié du XIXe siècle, on ne fait plus de cadran solaire. C'est très net. Mais remarquez quand même qu'on n'a pas jeté les anciens. On ne les a pas décrochés, on ne les a pas effacés, on les a gardés. On peut toujours servir. Alors, on en fera ici et là, comme par exemple ce cadran d'Erquy qui date de 1925. Un beau cadran Erquy, c'est sur la côte des Côtes d'Armor, pas loin de Saint-Brieuc, avec une belle devise, nec tempus, nec fructus expectant, qu'on peut traduire par le temps et la marée n'attendent personne. Adieu va. Donc ça, c'était jusqu'à vers 1950-60. On ne fait plus rien en cadence. On continue à s'y intéresser, certes, il y a des ouvrages qui paraissent, mais bon, c'est plus dans l'air du temps. Et puis, vers fin des années 60, début des années 70, il y a un frémissement. On recommence à s'intéresser au cadran solaire, on recommence à en faire. Comme ce joli cadran de Dame de Tomgan, dans le Morbihan, qui a été réalisé par un frère capucin. Loué sois-tu, mon Dieu, pour faire soleil. C'est un des premiers cadrans de ce frémissement. Un frémissement qui va s'amplifier parce qu'on a choisi de faire des cadrans sur d'autres matériaux que le schiste ou la pierre. Le travail est plus facile, les outils sont plus à même de travailler, de peindre. Les peintures font des progrès aussi, elles ne s'effacent plus au bout de 3 ans. Et puis, il y a le développement et la simplification des moyens de calcul. Jusque-là, calculer un cadran solaire, ça impliquait l'usage des tables de logarithme. Les anciens savent ce que c'est, les jeunes savent un peu moins. Les calculettes sont apparues au début des années 70. Après, il y a eu les calculettes programmables, puis après, il y a eu les ordinateurs d'abord personnels, locaux, et puis après, le développement des réseaux comme Internet, ça a provoqué une explosion des moyens de calcul. Parce que je vous garantis que le jour où j'ai mis la main sur une calculette où il y avait les touches sinus, cosinus et tangente, ma table de logarithme allait passer au grenier, elle y est encore. C'était voilà, donc simplification, échange grâce à Internet, avec par exemple un logiciel, avec développement de logiciels spécialisés.
comme par exemple ce logiciel Shadows, qui est la référence mondiale. Ça a été fait par un Français qui est membre de la commission des cadrans en l'air. C'est la référence mondiale, il vous calcule tout. Vous lui demandez n'importe quel cadran, il vous le calcule. Vous dites où vous êtes, qu'est-ce que vous voulez comme cadran, et il vous donne tous les chiffres, toutes les codes qu'il le faut. Bon, après, il faut le faire, le cadran, ce n'est pas le logiciel qui va le faire. Mais à notre époque, c'est facile de faire des cadrans solaires. Et c'est ce qu'on a fait. Sur la lave émaillée, en béton, en mosaïque, en vitrail, en peinture, en gravure sur la pierre blanche, avec des motifs assez élégants. C'est un bateau qui est inscrit dans les horaires. On n'hésite plus à faire des très grands cadrans solaires de plus de 2 mètres de haut sur des façades où on grave ce que vous avez peut-être aperçu, ce qu'on appelle les arcs diurnes. Vous avez ici une petite boule qu'on voit assez mal sur la tige, là, sur le style, et l'ombre est là. Et l'ombre, et au cours de la journée, de cette journée, l'ombre de la boule va parcourir cette ligne-là, qu'on appelle l'arc diurne. Ici, c'est le solstice d'été. Ici, par contre, c'est l'extrémité de l'ombre du style qui joue ce rôle. Et là, on l'a photographié un jour de l'équinoxe, c'est pas mars ou septembre. Et tout au long de la journée, l'ombre de ce style va suivre la ligne de l'équinoxe, qui est une droite, ce qu'on appelle les arcs diurnes. C'est une sorte de calendrier solaire, en plus des heures qui sont marquées par les lignes horaires. Voilà, on n'hésite pas à en faire des grands sur des façades de 3 mètres sur 3. C'est chez un pharmacien qui explique la fresque qui entoure le cadran. Le cadran, vous voyez, toujours un prétexte à réaliser quelque chose de beau, qui attire l'œil, qui frappe l'œil. Même si, bon, à notre époque, on ne se fie plus trop à un cadran solaire pour aller attraper un train, mais bon, c'est beau. Voilà. Ou au Conquet, chez un particulier, qui lui aussi a mis les arcs diurnes, mais sans en mettre la totalité, uniquement ce qui servait, ce qui est écléré. Et c'est l'ombre de la boule ici qui, ce jour-là, va tracer cet arc diurne ici. Et le style ici, là, le style dont c'est l'arête de la plaque, va marquer les heures par rapport aux lignes. Alors c'est à notre époque quand même les devises, parce que là, les gens c'est inscrit dans la tête des gens qu'un cadran solaire porte une devise. À notre époque, c'est beaucoup plus joyeux. C'est les heures de notre amitié, que cette heure soit la meilleure pour tous, ombre silencieuse trace ton chemin, et ça c'est en breton. Anzerzo, il y a le temps, en breton, ou Carpe diem, cueille le jour. Ça c'est une devise, c'est peut-être la devise la plus répandue en France, dans tous les cadrans français ou même à l'étranger. Carpe diem, cueille le jour, c'est une très jolie devise, c'est quand même plus joyeux que ce que je vous ai montré avant. Alors ici, vous avez une devise en breton, en néo, le soleil est ma vie, qui date de 1946. C'est la première devise en breton sur un cadran solaire. Il a fallu attendre 1946 pour avoir une devise en breton sur un cadran solaire en Bretagne. Voilà, bon, le cadran est faux, il est mal orienté, mais ça n'a aucune importance, ça nous est égal. Alors on fait aussi des cadrans équatoriaux. Le cadran équatorial, c'est le plan de l'équateur. Là, c'est l'axe du monde, c'est l'axe de rotation de la Terre, et ça, c'est parallèle au plan de l'équateur. Ce cadran a été réalisé par les élèves d'un lycée technique, sur indication évidemment, et on peut déplacer la couronne qui est là pour indiquer l'heure, pour tenir compte de l'heure d'été et de l'heure d'hiver. C'est une très belle réalisation. Les cadrans équatoriaux, c'est assez facile à faire et c'est très décoratif. Alors celui-là est à Nantes, au Jardin des Cinq Sens. C'était fait pour que les aveugles puissent lire l'heure. Il y a des fentes, quand le soleil passait dans la fente, ça allait chauffer des pastilles qui sont sur la face qu'on ne voit pas derrière. Et l'aveugle, en touchant les pastilles, était capable donc de dire quelle heure il était. Bon, le problème, c'est que ça marche pas. Ce qu'on appelle des cadrans équatoriaux, je vous dis, c'est facile à faire, les cadrans équatoriaux, c'est très décoratif, ça a du volume en plus, c'est bon. Alors, à Lannion, bon, la ville où j'habite, il ne faut quand même pas que je l'oublie. Donc, en 2011, on a installé dans un square un monument avec 3 cadrans solaires en pierre de Caen, gravés par 3 graveurs différents, suivant leur sensibilité, mais ils partagent une même devise. Il y a 2 sortes de temps, le temps qui attend et le temps qui espère. Il vient compléter le cadran de l'église de Lannion, là, qui date de 1668, qui avait retrouvé un style il y a quelques années, qui est un cadran déclinant aussi, un peu dégradé, mais pas trop. Donc là, c'est de la pierre de Caen, c'est des cadrans d'1,20 m au carré, et ça fait 120 kg pièce. Donc voilà, c'est des cadrans qui sont, celui-là est au sud, les autres sont déclinants nord-est, nord-ouest. Donc c'est un monument qui voit le soleil, qui indique l'heure toute la journée, même s'il y a des obstacles alentour qui masquent un peu ce soleil à certains moments. Et ça, c'est pas grave. C'est un cadran qui était conçu. C'est Pierre-Marie Clavier, qui était un artiste local, qui avait eu l'idée de ce cadran. Tout à l'heure, je vous ai parlé au début de l'ombre, de la direction de la direction et de la longueur de l'ombre. Alors, il y a un cadran qui a été réalisé à Bégard. Bégard, c'est à côté de Lannion, dans un collège, ce qu'on appelle un cadran anélématique. Cadran anélématique, c'est très simple. C'est au ras du sol. C'est à la forme d'un ovale, d'une ellipse.
il y a une plaque centrale sur laquelle la personne vient se placer en repérant la date qui est gravée sur la plaque, et l'homme de l'ombre va nous rejoindre. Là, la personne se place et c'est la direction de son ombre qui indique l'heure. Au début, c'était la longueur, et ici, c'est bien la direction de l'ombre qui indique l'heure. Mais bon, parce que là, le cadran est calé par rapport au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. La direction de l'ombre, ça nécessitait une démarche intellectuelle plus compliquée que simplement la longueur, qui parle à tout le monde. Ce sont les élèves qui ont calculé le cadran. C'est des élèves de 3e et 4e qui ont calculé le cadran, et c'est des élèves d'un lycée technique taille de pierre qui ont réalisé les plots. Encore une fois, c'est bien de faire travailler des élèves, même si c'est des grands élèves, pour réaliser de belles choses. Et c'est eux qui ont taillé les plots. Ce n'est pas un carottage. Voilà, il y a aussi la restauration des cadrans. À notre époque, donc, on restaure des cadrans. Le cadran de Vannes, qui était en piteux état, a été restauré. Vous ne pouvez pas le rater sur la place Gambetta. Le cadran de l'église de Pleumeur-Baudou a été refait carrément il y a 8 ans. Le cadran donc de la chapelle Notre-Dame de la Clarté à Perros-Guirec a été refait il y a 2 ans. Il en restait qu'un petit morceau avec une devise. C'est un graveur local qui l'a gravé. À Castres, donc c'est Pierre qui a restauré ce cadran en le nettoyant, lui rajoutant un style. Voilà, ça c'était. Et là, vous voyez que des animaux, on va sans rentrer dans le détail, c'est des animaux qui représentent des fables de La Fontaine. Ici, il y a le corbeau et le renard, et ici, le lion s'en allant en guerre, n'est pas la plus connue. Et au milieu, donc à Paimpol, à l'abbaye de Beauport, on a refait un cadran à partir d'un morceau. Il y avait suffisamment d'indications sur le morceau pour pouvoir reconstituer le tracé initial. C'est un cadran multiple, un cadran horizontal, un cadran mathématique comme celui du château de Rosobo à Languelec, avec un cadran horizontal classique, un cadran d'heures inégales, il ne faut pas l'oublier celui-là, un cadran d'heures inégales, et puis au milieu, le tracé des heures italiques et babyloniques, dont je vous ai parlé à propos toujours du cadran de Rezan. Donc, il n'est pas exposé, parce qu'on l'expose de temps en temps. C'est un cadran qui avait 40 cm de diamètre, qui a été refait sur les indications par un sculpteur local, par un graveur local. Et puis, bon, c'est un beau travail. Donc, on refait des cadrans, on restaure des cadrans, ne serait-ce que lui rajouter un style, pour quand il recommence à vivre. Comme le cadran de Lannion, là, il suffisait de lui rajouter un style. Le cadran de Plougué, il y a des villages à côté aussi qui rajoutent des styles, et je crois qu'il y a une demande en cours pour rajouter un style sur un cadran, mais bon, on verra après. Alors, non seulement restauration de cadran, nouveaux matériaux, mais aussi création de cadran. Et toujours notre ami Bernard Rouxel, qui est un ancien professeur de mathématiques, donc lui, à partir des mathématiques, a créé des nouvelles formes de cadran. Là, vous avez un arc de cercle, et vous avez sûrement reconnu une développante de cercle. C'est l'ombre de la développante qui donne l'heure sur les 2 quarts de cercle qui sont là. Ça marche, c'est remarquable. Ici, c'est une méridienne trifilaire, c'est-à-dire lorsqu'il est midi, l'ombre des 3 fils se rejoint en un point. C'est pas évident si ça se comprend, mais bon, il faut le réaliser, c'est très amusant. Alors là, c'est un cadran analématique comme celui de Bégard. Ne me demandez pas comment ça marche, j'ai oublié. Mais on vous garantit, et Bernard vous garantit que ça marche. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des formes complètement différentes auxquelles personne n'avait songé avant. Notre collègue Joël Robic, qui fait partie de la commission des cadrans solaires aussi et qui est à Rennes, à côté de Rennes, lui donc a eu un prix parce qu'il y a des concours internationaux de cadrans solaires, a eu un prix pour ce cadran à CD avec des CD-ROM. C'est pas compliqué, hein. Vous avez remarqué sur les CD-ROM, le soleil fait des rayons. Lorsque les 2 rayons ici sont alignés, il est l'heure indiquée sur la lame. 10 heures. Alors c'est un grand cadran qui réunit une quarantaine de CD qui marque l'heure toute la journée. Et donc, il a eu un prix pour ce cadran. Alors, il réalise des cadrans aussi en oiseau. Le style, il est là. Les lignes horaires, c'est les plumes. Et puis, il a réalisé un cadran qui donne l'heure, qui donne le nombre d'heures qui restent à s'écouler jusqu'au coucher du soleil. Et il a bien sûr appelé l'heure des poules. Il y a 4 œufs ici, 3 œufs, 2 œufs, 2 œufs, un œuf ici. Donc, pour les heures, il reste 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure. Et les poules montent pour aller se coucher lorsque le soleil se couche. Le style, c'est la tige qui est ici. C'est les heures italiques que je vous ai montré tout à l'heure sur différents. Vous voyez qu'on crée des cadrans solaires nouveaux, on s'amuse un peu quand même. Et puis, alors Claude Gaon, c'est un membre de la commission des cadrans solaires aussi, qui habite quelque part en France, qui a une imagination phénoménale. On est en admiration à chaque réunion de commission. Il nous amène des cadrans différents. Parce que tout ça, c'est des cadrans solaires. Et on vous garantit que ça marche. Ça marche. Ça, c'est un sapin de Noël cadran
solaire, ou un cadran solaire sapin de Noël, comme on veut, mais ça marche. Ça, c'est une, vous voyez, des cigognes avec leurs petits, et chaque petit correspond à une heure. Et tout ça, ça marche. Il suffit de l'orienter. Je pense qu'il suffit de l'orienter le cadran comme il faut, et hop, on a l'heure. Et ici, c'est pas compliqué. Quand l'ombre d'une tige passe sur le petit point, sur le petit ergot, le petit clou, le petit ergot qui est ici, c'est l'heure, indique correspondant à cette tige. Alors, on ne vous les montre pas tous, mais il a eu de l'imagination, et tout ça, ça repose toujours sur le même principe de réalisation des cadences solaires. Donc, vous voyez qu'il y a à notre époque une création de cadrans, une richesse, une évolution très sensible, non seulement dans les devises, dans les décors, dans les formes de cadrans. Il y a une ébullition de cadrans, non seulement en Bretagne, mais en France, en Europe, dans le monde entier. Et dans le monde entier, on fait des cadrans. En Espagne, on dit au Japon, en Russie, aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, partout, il y a des nouveaux cadrans qui sont installés parce que les gens veulent toujours, sans doute, se référer au soleil et se raccrocher au soleil. Bon, il y aura une étude à faire là-dessus. Le dernier cadran que nous allons vous présenter est à La Baule, et c'est notre duchesse Anne qui vous la présente, la duchesse Anne, donc qui a été 2 fois reine de France, qui porte un cadran solaire équatorial, pareil, un peu comme celui du Croisic de toute l'heure, avec une couronne ici qui est réglable suivant l'heure d'été et l'heure d'hiver, et qui permet, avec aussi des corrections des fluctuations du temps, de vous indiquer ici l'heure de votre montre. Il est sur le long d'un boulevard à La Baule, c'est M. Yves Lecor de La Baule, donc il l'a créé il y a 6 ans, 7 ans. Donc voilà, c'est notre duchesse. Bon voilà, donc nous vous remercions encore de nous avoir invités à présenter ces cadrans de Bretagne. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les cadrans solaires, mais si vous voulez qu'on dise tout, on sera encore là demain. Donc on va s'arrêter à ça. J'ai illustré ça par les cadrans de Bretagne, en grande majorité. Vous voyez qu'en Bretagne, on a ce qu'il faut pour illustrer les cadrans, pour montrer les différents types, pour montrer l'évolution du cadran au cours des siècles, au cours des âges. Donc voilà, et vous constatez qu'il y a finalement, et puis les cadrans solaires finalement correspondent bien aux 2 associations qui nous ont invités ce soir. Il y a le côté historique et archéologique qui correspond à l'ARSAT. Il y a beaucoup de recherches encore à faire dans ce domaine. Et puis le côté moderne d'Armor Science, de diffusion de la science, avec le bouillonnement de création de cadrans, de conception de cadrans nouveaux, d'invention. C'est encore un objet de notre temps. Ce n'est pas seulement un objet du passé. C'est un objet de maintenant, et je vois que ces deux aspects, finalement, correspondent bien aux 2 associations qui nous ont fait le plaisir de nous inviter ce soir. Allez, à la prochaine. Voilà, j'ai terminé.